Ça me fait tout le temps rire, je ris tout seul, mais je vais expliquer pourquoi. Genre le régime paléo. Le quoi? Il y a un régime qui s'appelle le régime paléo, et je me suis demandé, mais c'est quoi ce truc? Et je suis allé, c'est de remanger comme les hommes du paléolithique. Bah, comment on fait pour le mammouth? Bah, je sais pas, j'ai trouvé ça juste très incongru de se dire pourquoi pas le régime néolithique. Ah oui. Bah parce qu'ils étaient mieux gaulés au paléo, tout le monde le Voilà, sait. Hein. exactement. La dernière fois, je faisais un débat avec une personne qui fait une sorte de développement personnel, énergie, yoga, ce genre de truc. Elle disait, mais vous, les scientifiques, tout ce qui est pas ce qui est en dehors de votre champ, vous le rejetez. Et je dis, bah, on va regarder un peu l'histoire de nos disciplines. On parlait des auras, de tout ça. Et il se trouve que c'est un sujet que je connais bien pour des raisons de vie qui n'ont rien à voir avec notre discussion, mais c'est juste pour expliquer qu'est-ce que je vais dire après. Et je disais, vous, par exemple, vous dites qu'on a 7 ou 8 chakras, et ce modèle théorique, c'est pour ça que c'est très important, la théorie, il vient d'un livre qui a plus de 2000 ans, qui s'appelle les Upanishads. Et les Upanishads ont été écrits, je pense, on sait pas trop, mais il y a 2000 ou 3000 ans. Ça n'a pas changé depuis, jamais. Toujours les mêmes chakras, les mêmes énergies, les mêmes machins, les mêmes machins. Alors que moi, dans ma discipline, sur les 40 dernières années, les 30 dernières années, les 20 dernières années, j'ai eu ma thèse en 2010, et de 2010 à 2026, il y a des tonnes de trucs. D'ailleurs, dans votre cerveau joue des tours, la première page, c'est probablement qu'il y a plein de trucs qui vont être fausses dans ce livre dans quelques années. On a déjà changé des tonnes de trucs sur où sont nos souvenirs, sur l'émergence de la conscience, sur le libre arbitre. On est tout le temps en train de se dire, ah merde, on s'est trompé sur ça, comment on va faire? Ah merde, on pensait que ça c'était vrai, sur des trucs aussi basiques que la vision, machin. Et au final, à l'arrivée, vous avez pas changé d'avis en 2000 ans. Nous, on a changé d'avis 10 fois sur les 20 dernières années, et quelque part, vous avez réussi ce tour de force de persuader les gens que je suis borné et vous êtes ouvert d'esprit. Et c'est assez dingue quand même. Je dois dire. Vraiment, quand on regarde tous ces trucs, des énergies, des auras, du mysticisme, du machin, c'est des trucs qui n'ont pas bougé d'un iota depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est un tour de force, parce qu'encore une fois, on est une espèce qui se base sur la narration. Et pour beaucoup de gens, dans la narration, ces trucs sont plus ouverts d'esprit que les gens qui changent d'avis tout le temps, qui sont quasiment sûrs de rien. Donc les gens qui doutent sont les gens bornés, et les gens qui doutent pas sont les gens ouverts d'esprit. Et c'est un peu bizarre. Donc, les neurosciences, et plus généralement la psychologie, ça a toujours été une sorte de projection pour refléter les valeurs d'une certaine époque. Donc, la psychologie a été utilisée dans le 19e siècle pour essayer de prouver que le taux de mélanine dans un épiderme ou dans un derme hiérarchise les humains selon leur intelligence, les thèses racialistes. Puis ça a été utilisé dans le sexisme pour dire les hommes sont meilleurs que les femmes dans les maths, etc. C'est quelque chose aussi dont je parle dans Votre cerveau vous joue des tours. Et aujourd'hui, l'ère du temps, c'est plus vers l'individualisme. Et donc, on va essayer de tout expliquer par le cerveau pour dire que c'est la faute de l'individu. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est la faute à votre dopamine. Si vous êtes triste, c'est la faute à votre sérotonine. Si vous n'êtes pas très artistique, c'est parce que vous êtes plutôt cerveau gauche. Si vous vous énervez, c'est votre cerveau reptilien. Si on fait rien pour le climat, c'est votre striatum. Et du coup, ça a toujours été un peu comme ça, où n'importe quelle étude un peu ambigu encore, qui n'a pas été stabilisé, va servir d'écran pour se dire, et c'est la science qui le prouve. Et selon vous, pourquoi? On a quoi? On a besoin de narration? On cherche du sens? Il faut bien. Je pense qu'on est une réponse. espèce qui se bat sur quelle histoire se raconter. Je pense que c'est ça toute la spécificité de notre espèce. C'est quand chacun de nous se raconte une histoire. Parfois, ces histoires fonctionnent bien et on coopère et on travaille ensemble, et parfois ces histoires ne fonctionnent pas bien et on se dispute, et parfois ces histoires s'écrasent contre le réel, et après on ne raconte plus d'histoires sur ce sujet. Par exemple, on va trouver des théories farfelues sur, je sais pas, la vaccination, sur le réchauffement climatique, sur l'autisme, sur la génétique, des sujets qui sont complexes, qui peuvent paraître un peu mystérieux, mais on n'a pas de récit sur les fractures.
ou sur la myopie. Même la personne la plus défiante envers les autorités de santé et les médecins, elle voit flou, elle va mettre des lunettes. Elle va pas se dire, je vais aller mettre du miel d'acacia dans les yeux. Pourquoi? Parce que la myopie est quelque chose qui a été stabilisé depuis longtemps. On comprend intuitivement que, ok, mon œil n'est pas en train de focaliser au bon endroit à l'image, je vais mettre une lentille, ça va changer, et oups, je vais voir. Mais quand ça passe sur des choses plus complexes, l'intelligence, ça devient plus compliqué, et je peux me dire, non, on me ment. On n'a pas de personnes qui sont contre plâtrer leurs bras quand ils se le cassent. Personne ne dit ça. Personne ne dit, moi je pense que le plâtre, il y a des puces dedans et des lutins qui vont m'envahir pour me changer ma personnalité. Mais quand même, quand on lit votre livre, on a l'impression que c'est une société qui lisse l'individu pour que tout le monde se ressemble. Il faudrait, comme ça, quelque chose quelque chose d'élitiste. Vous êtes unique comme tout le monde. C'est ça. C'est ça. Ouais. On est unique, mais quand même. On est unique comme tout le monde. Mais il faut avoir le pouvoir, le contrôle sur ses émotions. Par exemple, sur les émotions, vous dites, Il faut avoir le contrôle sur tout. Il faut avoir le contrôle sur tout. Il faut avoir le contrôle sur ses enfants, sur ses émotions, Oui. sur son physique. C'est pour ça que, par exemple, l'alimentation, un autre sujet assez ambigu. C'est pour ça que chaque quelques temps, il y a un nouveau régime qui apparaît. Mais s'il y a un régime qui marche, c'est fini. Le jeu est terminé. Tout le monde l'utilise et ça marche pour tout le monde. Comme les lunettes, comme le plâtre. Il n'y a pas. Donc, il y a cette ambiguïté et chaque personne va, plein de gens vont se dire, bah, il y a un petit filon que je peux exploiter ici et dire, bah, faites ça me fait tout le temps rire. Je ris tout seul, mais je vais expliquer pourquoi. Genre, le régime paléo. Le quoi? Il y a un régime qui s'appelle le régime paléo et je me suis demandé, mais c'est quoi ce truc? Et je suis allé, c'est de remanger comme les hommes du paléolithique. Mais comment on fait pour le mammouth? Bah, je sais pas. J'ai trouvé ça juste très incongru de se dire pourquoi pas le régime néolithique. Ah oui, bah parce qu'ils étaient mieux gaulés au paléo, tout le monde Voilà, le sait. Hein. exactement. Mais Et donc il y a ce truc de vouloir contrôler parce que contrôler, ça rend le monde plus prévisible et la prédictabilité, la prévisibilité est quelque chose d'important pour savoir comment agir. ça raconte un peu la trouille des gens quand même aussi. Au moins, ils ont vaguement le contrôle. On a toujours eu la trouille, je pense, que c'est un déterminant central de notre fonctionnement. Dans votre livre, vous nous amenez à considérer aussi qu'en période de crise, votre livre se termine sur cette note-là, hein, en période de crise, c'est la solidarité qui apparaît, et non pas ce que vous nous démontrez dans tout le reste du livre, c'est-à-dire l'individualisme qui tend gentiment quand même à attaquer notre façon d'être en démocratie. Oui, c'était important pour moi que le livre soit pas juste des récits sur le cerveau, mais de montrer que les histoires qu'on se raconte sur le cerveau s'inscrivent sur des histoires plus larges, sur notre espèce et sur notre fonctionnement. Et il se trouve qu'avant d'écrire ce livre, j'avais lu un autre livre qui s'appelle A Paradise Built in Hell, un paradis construit en enfer, d'une sociologue et journaliste qui l'avait écrit sur ce récit de... en période de crise, les gens se replient sur eux-mêmes. Elle avait montré que pas du tout. Quand il y a une tempête, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, quand elle a étudié 5 catastrophes comme ça, qu'elles soient des catastrophes politiques, naturelles, économiques, etc. La majorité du temps, ce qui se passe, c'est un mouvement de solidarité. Et ce mouvement de solidarité est souvent freiné par la croyance qu'en période de crise, les gens deviennent individuels. Et donc, souvent, les autorités politiques, policières, etc., vont intervenir en se disant les gens vont devenir des sortes de zombies qui se bouffent entre eux. Donc ils vont intervenir, envoyer la police, envoyer l'armée, envoyer des choses. Et quand les gens voient la police ou l'armée arriver, c'est là que la panique démarre. Et donc c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice qui est complètement fausse, qu'on a vu dans plein d'endroits dans le monde, où c'est la panique. Elle appelle ça la panique des élites. Mais c'est pas les élites comme on l'entend en France, genre les élites, je sais pas qui, dans quel complot. C'est vraiment juste un lien de hiérarchie. Donc, des personnes au-dessus, dans la hiérarchie, d'une chaîne de hiérarchie. Ça peut être la maire pour un arrondissement, ça peut être le président de la région pour une région, ça peut être le président de la République, machin. Mais elle dit, en fait, on a cette... Peut-être que j'aurais dû dire ça au début. C'est trop tard maintenant.
Pourquoi est-ce que c'est important? J'étais en train de demander pourquoi c'est dangereux. Pourquoi c'est important? En fait, les croyances qu'on a sur nous-mêmes sont ce qu'on appelle des croyances performatives. C'est-à-dire, elles impactent l'action qu'on va avoir sur le monde. Si moi, je crois que je suis plutôt cerveau gauche que cerveau droit, ça va impacter la manière dont je choisis ma carrière. Si moi, je crois que j'utilise que 10% de mon cerveau, ça va impacter mon comportement pour essayer d'aller utiliser 12 ou 14 ou 15. Si moi, je crois que les gens n'aiment pas changer, je vais essayer de passer de force, parce que de toute façon, ils n'aiment pas changer, et ma réforme est importante, donc il faut que je l'impose. Si moi, je crois que je peux soit être émotionnel, soit être rationnel, je vais essayer de contrôler mes émotions, parce que c'est ma rationalité qui va me permettre de réussir. Et donc, si moi, je crois que les gens deviennent individualistes quand il y a des crises, et je suis en position de responsabilité, je me dis, il faut prendre les devants et protéger tout le monde pour que cette crise ne cause pas plus de dégâts. Sauf que le drame, c'est que si c'est pas vrai, c'est mon intervention qui va faire qu'il y aura une crise, et je vais me dire, tiens, j'ai eu raison. Et donc je voulais finir le livre un peu sur cette idée de, c'est pas juste des histoires, c'est des histoires qui ont des conséquences, qui parfois non seulement sont délétères, mais parfois empêchent des choses positives d'émerger. Parce que elles deviennent autoréalisatrices. Donc la personne qui a envoyé la police pour contrôler les gens quand il y a eu l'ouragan Katrina dans la Nouvelle-Orléans, elle, quand elle est rentrée se coucher le soir, elle s'est dit, j'ai fait du bon boulot. Parce que les gens ont commencé à paniquer, et c'est bien que j'avais envoyé la police, sinon ça aurait été les émeutes. Mais elle va jamais se dire, en fait, si j'avais pas envoyé la police, les gens n'auraient jamais paniqué de toute façon. Et il se serait rien passé, et j'aurais pu envoyer la police faire autre chose. Rebecca Ferguson, qui a écrit ce livre A Paradise Built in Hell, elle dit, en fait, on a alloué des policiers pour aller protéger des magasins pour qu'il n'y ait pas de sorte d'émeute et des gens qui viennent et qui volent les trucs, et du coup il n'y avait plus assez d'effectifs pour aider des personnes qui étaient en train de se noyer ou qui étaient en train de perdre leur maison. Et donc c'est aussi des allocations de ressources qui sont très performatives, donc qui ont un impact dans la performance collective qu'on a. Et c'était important pour moi de montrer que ces récits qu'on se raconte sur nous-mêmes, c'est pas juste des récits sur la sérotonine, sur la dopamine, sur machin, mais c'est des récits sur la dernière partie, c'est vraiment une sorte de liste comme ça sur la résistance au changement, sur les périodes de crise, sur les effets Cobra, sur tout ça. Et vous, en quoi vous croyez? Plein de choses. Sur quel sujet? C'est ça le truc en fait, c'est de toujours en fait considérer